Alors, il est 13 heures et je pense que nous allons démarrer la session. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire, ce rendez-vous trimestriel organisé par l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement, encore appelé Institut Le Baromètre. À l'Institut Le Baromètre, nous travaillons à promouvoir la production de données probantes et en faciliter l'accès, notamment à travers nos offres qui couvrent trois principaux axes. Le premier axe, nous avons la conduite de missions d'évaluation. Le deuxième axe, nous avons la conception et la mise en place de systèmes digitalisés de suivi-évaluation. Et au troisième axe, nous avons les renforcements de capacités, aussi bien institutionnels qu'individuels. Et c'est sur ce troisième axe que s'aligne notre webinaire de ce jour, dont le thème est « Sécurité des systèmes d'information ». Sans plus tarder, je vais laisser la parole au Dr Youssef, qui est le modérateur de ce webinaire, pour se présenter les panélistes et conduire les échanges. Merci. Dr Youssef, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour. Oui, bonjour docteur. Ok. Merci madame pour bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, j'ai essayé de démarrer la caméra, mais apparemment c'est... Monsieur Ferdinand, votre micro est ouvert. Merci. Alors, c'est pas grave. Je voulais démarrer la caméra au moins au début de... Donc, nous allons démarrer le webinaire d'aujourd'hui proposé par l'Institut du Baromètre. Le thème est un thème d'actualité très intéressant. Donc, c'est sur la sécurité et sûreté informatique des dispositifs digitalisés de suivi et évaluation. Donc, comment s'en protéger? Vous savez que nous sommes on ne peut pas dire que nous sommes dans une évolution technologique, mais plutôt une révolution technologique. Cette révolution technologique demande de s'adapter à tous les nouveaux, demande à ce que les processus soient digitalisés. Donc, nous parlons de la transformation digitale ou de la transition numérique. Cette transformation digitale de l'intégralité des processus habituels de la structure. Et donc, même si aujourd'hui on l'applique plutôt sur la thématique suivi-évaluation, mais c'est plutôt beaucoup plus généralisé que suivi et évaluation. Mais suivi et évaluation n'est qu'un processus qui doit être digitalisé au sein de toute une structure. Pour cela, l'Institut du Baromètre vous propose des experts de qualité, des panélistes de haut niveau. Donc, parmi ces panélistes, nous avons Gildas Théodore Zikembe, qui est à la fois ingénieur en génie informatique et
télécommunications et aussi un expert en conception des systèmes d'information et digitalisation des processus métiers. Quand nous parlons de digitalisation, cette digitalisation passe par d'abord la digitalisation des processus. Donc, nous avons un expert en digitalisation des processus métiers qui a évolué depuis 12 ans aussi au Bénin que dans d'autres pays africains. Il a piloté et participé à plusieurs projets de digitalisation des administrations publiques et privées. Et en tant que aussi développeur full stack, web design et manager de projets informatiques. Il a par ailleurs développé une expertise avérée dans les problématiques liées à la gestion des masses importantes des données. Donc, nous parlons aujourd'hui du big data, nous parlons aujourd'hui de tout ce qui est analyse des données. Donc, notre expert est expérimenté dans ce domaine et aussi dans la sécurisation des systèmes d'information. Cette digitalisation s'inclut dans ce monde qui est aujourd'hui ultra connecté. Donc, c'est un avantage, c'est un privilège, le fait de digitaliser des processus. Mais il y a beaucoup d'enjeux, ces enjeux critiques. Parmi ces enjeux, nous parlons de la problématique de la sécurité ou de la cybersécurité. Pour cela, l'Institut du Baromètre vous propose un panéliste expert en cybersécurité et en sécurité des systèmes d'information. Il est certifié PMP, qui est la prestigieuse certification dans le domaine de la gestion des projets. Il est aussi expert en audit des systèmes d'information, certifié CISA, certifié ITIL. Et il évolue depuis 15 ans en tant qu'expert dans la sécurité des systèmes d'information et la gestion des projets, que ce soit en Europe ou en Afrique ou en Asie. Donc, voici une brève présentation de nos panélistes d'aujourd'hui. Donc, la journée d'aujourd'hui va commencer par le programme suivant. Donc, après la présentation de l'Institut du baromètre de tout à l'heure, donc nous allons commencer par une présentation de... 9h. Allô? 9h. Pardon? Monsieur Domingo, votre micro est ouvert. Donc, nous allons commencer par une présentation de notre panéliste Gildas, qui va se dérouler durant les 25 minutes prochaines. Après, ça sera suivi par une présentation de notre aussi expert Orin, qui va aussi prendre 25 minutes. Et nous allons faire une synthèse des présentations et soulèvement des questions pendant 5 minutes. Et nous allons laisser la séance ouverte aux questions-réponses aux différents auditeurs, aux différentes participations de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Gildas Zinkpe pour sa présentation. Donc, M. Gildas, vous pouvez prendre les commandes. Bonjour, docteur Youssef, merci. Docteur Youssef, ma voix est assez audible. Docteur Youssef Candide, vous me recevez? Oui, on vous reçoit bien. On vous reçoit. D'accord. Merci. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, donc, c'est la sécurité et la sûreté des dispositifs digitalisés de suivi et évaluation. Comment se protéger? Donc, le docteur Youssef m'a déjà assez bien présenté, donc nous irons droit au but donc, dans notre présentation. Alors, nous allons donc architecturer notre présentation autour de 5 points. Le premier, c'est de rappeler qu'est-ce qu'un système digitalisé de suivi et évaluation. Et de dire ensuite pourquoi il faut se protéger avant donc de donner les référentiels qu'il faille prendre en compte donc dans cette nécessité de protection. Le 4e point, c'est celui relatif donc aux composantes d'un système digitalisé de suivi et évaluation.
Et nous finirons donc par répondre à la question qui est celle de comment se protéger. Alors, qu'est-ce qu'un système digitalisé de suivi-évaluation? Nous rappelons que mettre en place un système de suivi-évaluation requiert, entre autres, de définir les objectifs et les résultats attendus du système de suivi-évaluation, de définir les indicateurs à suivre, de faire de la collecte de données, ensuite d'analyser donc les données collectées, de publier la base de données issue donc de la collecte, ainsi que les résultats d'analyse sous forme de différentes visualisations, tableaux, graphes, etc. Et enfin, d'exploiter donc les résultats de ce système, de cette collecte, de cette analyse, afin donc d'améliorer, d'aider à la prise de décision. Alors, la digitalisation apporte donc sa plus-value lors des phases de collecte, d'analyse au point 4 et de publication donc de la donnée et des résultats. Mais pourquoi donc se protéger? Protéger un système de suivi-évaluation permet, entre autres, d'éviter qu'un individu ou un robot malveillant, ce que moi j'appelle robot ici, c'est un script qui a été programmé et qui donc fait des actions malveillantes. Donc c'est d'éviter qu'un individu ou un robot malveillant supprime les données stockées dans votre base de données. Imaginons que vous avez fait 1 mois d'enquête, des agents ont été déployés sur le terrain et vous avez consolidé, centralisé toutes ces données-là. Et un beau matin, vous vous levez et toutes les données ont disparu. Donc ça fait 1 mois de travail qui part donc en fumée. Donc le premier point, c'est déjà d'éviter donc ce genre d'événement. Deuxième événement, c'est aussi d'éviter qu'un individu ou un robot malveillant manipule vos données. Par manipulation de données, j'entends ajout de fausses informations, modification non autorisée des données stockées, altération donc des résultats obtenus. Donc cela fausse totalement, ce genre d'action fausse totalement donc les résultats que vous obtenez en fin de process. L'autre chose également que la protection de votre système digitalisé permet d'éviter, c'est que l'accès à vos propres données vous soit retiré, parce que vous pouvez vous lever un matin et ne même plus pouvoir accéder à votre application, à votre base de données. Les données sont là, l'application est là, mais un hacker peut-être vous retire les droits d'accès à votre propre application, à votre propre base de données. L'autre chose aussi, c'est que cela permet d'éviter que des personnes non autorisées accèdent à votre système, puisque lorsque je prends le cas de la santé ou de la nutrition, où nous gérons des données à caractère personnel, où nous gérons des données de santé, des données quand même qui sont intimes aux personnes. Vous vous imaginez donc si des individus lambda accèdent donc à votre base de données, à votre système donc de suivi-évaluation et siphonnent donc ces données et à l'ère donc des réseaux sociaux se plaisent donc à publier comme ils veulent ces genres de données sur Internet. Cela décrédibilisera donc entièrement votre plateforme. Et je pense que mon collègue viendra sur ça. Tout ça est réglementé par la loi aujourd'hui dans nos pays respectifs. L'autre chose aussi, c'est que protéger donc votre système de suivi-évaluation vous permet donc d'éviter que vos données soient récupérées par des tiers, comme je l'ai dit tantôt. Mais non seulement ça, cela permet également que le système ne soit pas rendu indisponible aux utilisateurs. Vous avez des agents enquêteurs qui sont sur le terrain. Ils ont leur outil de collecte. Ils tentent de se connecter toute la journée, ils n'y arrivent pas. Parce que quelque part, votre système a été hacké. Donc, les mots de passe et autres ont été modifiés. Et donc, vous-même qui êtes utilisateur de votre propre système, vous ne pouvez plus donc accéder au système. Donc, le système devient disponible, soit parce qu'ils ont planté le serveur, ou soit parce qu'on a supprimé ou modifié des fichiers d'application existants. Donc, voilà toutes les raisons pour lesquelles il est essentiel fondamentalement, lorsque vous comptez mettre en place un système digitalisé de suivi-évaluation, de vous assurer donc de protéger ce système-là en question. Alors,
On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on veut faire de la protection. La protection, donc, le système digitalisé est basé sur un certain nombre de normes, de règles édictées par des organisations, des institutions et communautés assez sérieuses. Quelles sont donc ces communautés, institutions concernant donc la protection? En premier lieu, nous avons l'OAPS, qui donc est l'Open Web Application Security Project, qui est une organisation donc à but non lucratif qui se charge dans la sécurité des applications web et qui édite chaque année le top 10 des risques élevés. Mon collègue tout à l'heure, M. Aurin, reviendra donc de long en large donc sur les préconisations donc de cet organisme quand même, qui est l'un des organismes les plus en vue en termes de sécurité donc des systèmes d'information. Deuxième lieu, soulignons qu'il y a un travail formidable qui est en train d'être fait dans nos pays, dans la mise en œuvre, dans la mise en place donc d'agences des systèmes d'information et de sécurité numérique. Quand nous prenons le cas du Bénin, au Bénin, par exemple, nous avons une agence des systèmes d'information et du numérique qui est donc chargée de mener, de coordonner la politique de sécurisation donc des infrastructures numériques, tant bien de l'État que des organismes privés. Alors, cette organisation ici, qui s'appelle ASIN au Bénin, dont nous voyons donc le logo, a donc édité une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Certes, il y est mentionné que c'est une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, mais ces préconisations et recommandations peuvent être également prises en compte donc par des privés, par des structures privées en matière de mise en place donc de systèmes d'information. Et pour terminer donc, en termes de référentiel, la plupart des outils que nous utilisons, parce qu'aujourd'hui, rappelons que pour développer un système informatisé, un système digital, la bonne pratique ne veut plus qu'on développe de bout en bout, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent d'aller vite, des outils éprouvés qui ont été développés, qui vous permettent donc d'avancer plus rapidement. Au nom de ces outils, nous avons donc Laravel, Django, Angular, qui sont donc des outils utilisés par les développeurs pour mettre donc en place les systèmes d'information. Donc, il y a des communautés fortes qui soutiennent donc ces frameworks-là, ces outils. Donc, il est important de se tenir au courant donc des recommandations de ces communautés-là afin donc de les prendre en compte pour sécuriser davantage votre système digitalisé de suivi-évaluation. Alors, ceci étant dit, quelles sont donc les composantes d'un système digitalisé de suivi-évaluation? C'est à cette question-là que nous allons répondre dans la présente partie. Nous retrouvons donc comme principale composante d'un système de suivi-évaluation, en premier lieu, l'outil digital de collecte de la donnée. Parce qu'il faut déjà aller recueillir la donnée première, l'information première qu'est la donnée sur le terrain. Donc, les agents enquêteurs sur le terrain sont dans un tel système doté d'un outil digital qui leur permet donc de collecter la donnée. Si par exemple, les informations sont recueillies sur des ménages, avec donc le smartphone où sont installés donc cet outil digital de collecte, ils iront donc dans les ménages, dans les villages, dans les hameaux, pour donc remplir différents formulaires, différentes fiches donc de collecte d'informations. Par exemple, il y a les outils célèbres comme ODK, comme Kobo Collect, et également, je m'en voudrais de ne pas souligner également l'outil digital de collecte développé donc par l'Institut Le Baromètre, qui a donc développé un outil magnifique qui sait donc s'adapter à tout type donc de mission de collecte d'informations. Premier élément donc, l'outil digital de collecte. Deuxième élément important, nous avons donc une application d'administration, de traitement et de visualisation de la donnée. Cela veut dire quoi? Ces agents enquêteurs qui sont sur le terrain sont coachés, sont supervisés, sont administrés la plupart du temps par des experts en suivi et évaluation, donc qui gèrent donc, qui ont une vue globale, une vue nationale donc sur ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Donc, ces experts en suivi et évaluation, ces superviseurs ont donc une plateforme web qui leur permet de faire un suivi, d'administrer et de traiter les données qui sont collectées sur le terrain et d'en faire différentes formes de visualisation, un peu comme le montre la figure que nous voyons là, où nous avons donc un expert qui consulte donc les données sous forme de camembert, d'histogrammes, de cartographes, de cartes diverses. Voilà.
Donc, deuxième composante importante, c'est l'application web qui permet donc d'administrer, de traiter, de visualiser les données. Troisième composante donc, que je vais évoquer, c'est le serveur d'API. Pour parler un langage terre à terre, dans l'ancien temps, au fait, lorsque vous êtes utilisateur, vous avez ouvert une application dans Google Chrome ou Internet Explorer, lorsque vous voulez charger une information, vous communiquez directement avec le serveur de base de données. Parce que, rappelons que les données que vous manipulez, les données que vous consultez sont enregistrées au fait sur un serveur physique ou virtuel. En tout cas, ces données sont enregistrées sur donc, ce serveur-là, qui peut être donc sous MySQL, qui peut donc être sous PostgreSQL, Oracle, etc. Mais aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on ne donne plus la possibilité à l'utilisateur, depuis son navigateur, d'avoir accès directement à ce serveur de base de données, vu l'aspect critique des données qui sont stockées. Donc, on passe désormais par un intermédiaire qu'on appelle dans notre jargon le serveur d'API. C'est une notion aujourd'hui très importante à maîtriser dans la mise en place de systèmes d'information. C'est ce genre de technologie qu'on appelle les web services. Donc, cela permet donc de rendre disponible de l'information à travers différents types d'applications. Aujourd'hui, donc, pour rendre disponibles les informations d'une base de données dans une application mobile, dans une application web ou autre, je n'ai plus à redévelopper à chaque fois les scripts qui me permettent de le faire. J'ai pris un peu de temps pour expliquer cela pour que nous tous qui sommes dans la réunion, nous puissions donc être sur la même longueur d'onde. Donc, ce serveur d'API peut être fait avec des technologies comme Laravel, qui est une technologie de type PHP, Django, qui est une technologie de type Python, ou Node.js. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la quatrième composante, donc, c'est notre serveur de base de données. Donc, grosso modo, sécuriser un système digitalisé de suivi et d'évaluation revient donc premièrement à sécuriser ces 4 composantes que nous avons clairement identifiées. Mais ce n'est pas tout. Ces composantes dialoguent entre elles. Il faille donc également sécuriser au point 2 les canaux de transmission de données entre ces différentes composantes. Parce que si vous sécurisez qu'à la maison, il faut aussi sécuriser le trajet entre donc les maisons. C'est aussi important. Mais non seulement ça, il y a l'aspect technique, mais l'utilisateur, l'aspect humain joue également un rôle très important donc dans la sécurité informatique. Donc, il ne faut jamais, dans ce genre de processus de protection, occulter l'aspect humain, l'aspect utilisateur. Parce que derrière ces plateformes, c'est des humains qui sont derrière, qui manipulent la donnée. C'est des humains qui détiennent ces mots de passe-là. Donc, s'ils en font ce qu'ils veulent, s'ils ne respectent pas donc les bonnes pratiques en termes de sécurité informatique, vous avez beau sécuriser vos interfaces, beau sécuriser vos infrastructures, ces dernières seront toujours fragiles. Donc, l'aspect humain est un aspect capital donc, dans la protection des systèmes digitalisés de suivi et évaluation. Alors, comment se protéger? Telle était la question qui nous avait été posée dès le début et nous allons y répondre dans cette partie-ci. Alors, en premier lieu, je vais donner donc sommairement les principaux points de protection au niveau de l'outil de collecte. Mon collègue tout à l'heure, M. Aurin, reviendra donc de long en large, de façon détaillée, sur ces aspects-là. Mais il me plaît ici donc de souligner que, au niveau de l'outil de collecte, il faut prendre en compte l'aspect utilisateur et il faut prendre en compte l'aspect outil, mais aussi le portable sur lequel cette application-là a été installée. Ceci étant dit, nous voyons en premier point qu'il faut fondamentalement que votre outil de collecte, son accès soit assujetti à une authentification. Cela nous fait souvent bizarre quand nous voyons des outils de collecte où, dès qu'un enfant peut-être par erreur clique sur l'icône de l'outil de collecte, tout de suite, l'enfant tombe dans la zone où vous avez vos fiches, où vous avez vos formulaires. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse entrer un mot de passe, un username, pour quand même que l'accès à cet outil
de collecte soit restreint et non permis à toute personne qui a le portable. Deuxièmement, il faut sécuriser l'accès à son portable. Oui, mettez un mot de passe sur votre portable, sur votre propre smartphone. Ça peut être un code PIN, etc. Mais sécurisez aussi l'accès à votre portable pour que n'importe quel individu lambda ne prenne pas cela pour y faire ce qu'il veut. L'autre point également essentiel, vous qui êtes enquêteur, vous qui avez sur votre smartphone une application de collecte de données, vous ne pouvez plus installer des applications tierces sur ce smartphone-là comme vous le voulez. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a des applications mobiles qui sont par essence malveillantes, dans lesquelles il y a des scripts qui peuvent permettre d'aller siphonner des données d'autres applications, qui peuvent permettre de récupérer vos données confidentielles. Donc, vous devez donc faire extrêmement attention désormais, vous qui avez donc des outils de collecte de données sur vos portables, aux applications que vous installez. Si elles vous ont proposé, vous devez vous rassurer que c'est une application valide, une application non virusée que vous êtes en train donc d'installer. Je poursuis en disant également que vous devez veiller à disposer de la dernière version de l'application de collecte. Parce que c'est quoi? Il y a des gens qui, par économie, nous savons que sous nos cieux, nous comptons tous nos mots, nos bandes, c'est-à-dire quand on fait un forfait Internet, là, ce que l'opérateur mobile nous donne, nous comptons tous cela. Donc, des fois, quand des mises à jour nous sont suggérées, soit même de Android ou même de nos applications, nous hésitons à prendre en compte cela. Oh non, vous devez donc veiller à disposer toujours donc de la dernière version donc de votre application de collecte de données, puisque l'application-là, afin de vous protéger vous-même. Donc, vous devez donc installer la mise à jour de ces applications-là. Et pour terminer, comme je l'ai dit tantôt, l'utilisateur doit être attentif aux règles de bonne pratique qui seront présentées par la suite. Alors, je passe à une autre composante de notre système de suivi digitalisé de suivi-évaluation, qui est le serveur d'API. De long en large, j'ai expliqué tout à l'heure son rôle, qui est celui donc d'être le nœud au milieu de l'utilisateur, de l'interface web de l'utilisateur, d'être le nœud au milieu de l'application web et le serveur physique de base de données. Et donc, pour le sécuriser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller à tenir à jour les outils et applications de ce genre de serveur. Par exemple, ces genres de serveurs, on y retrouve des applications comme Apache, comme Nginx, des outils comme PHP. Vous devez veiller donc à tenir à jour ces outils-là. Un exemple simple. Aujourd'hui, PHP est à sa version 8.1, je pense, à moins que je ne me trompe, mes collègues pourront me corriger tout à l'heure. Mais il y a certains qui ont encore des applications, des serveurs qui tournent sous la version 5.6 de PHP. Or, PHP ne fait pas évoluer ces versions par plaisir, non. Quand PHP fait évoluer ces versions, c'est pour corriger des problèmes qui ont été identifiés. Je continue en disant donc qu'il faut également, en point 2, veiller à tenir à jour les outils qui ont été utilisés pour le développement, Django, Laravel, Lumen, ainsi que les plugins, parce que des fois, on est obligé d'ajouter des plugins pour gérer un certain nombre de choses. Par exemple, pour gérer la visualisation de données, des graphes, plus personne ne se met à coder de bout en bout. Non, il y a des outils tout faits qui vous permettent très simplement et rapidement d'afficher des graphes de vos bases de données, issus de vos bases de données. Il faut également veiller à sécuriser les fichiers de configuration, élément très important, puisque le serveur d'API étant le nœud, le dernier nœud avant votre serveur de base de données, on y met souvent les paramètres de configuration et de connexion à votre serveur de base de données qui contient toutes vos données. Donc, ces fichiers-là où ces données aussi sensibles sont mis, vous devez veiller à les sécuriser. Non seulement les sécuriser, mais aussi les déplacer de leur emplacement habituel. Parce que tout développeur sait par exemple que pour un outil tel que Laravel, son fichier de configuration principale se trouve à tel endroit. Donc, pour vous attaquer, c'est à cet endroit-là qu'il ira vérifier en premier. Déplacez alors ça de là, mettez-le ailleurs. Ça va compliquer donc
son attaque qu'il veut faire à votre égard. L'autre point également, autre point parmi tant d'autres que je vais aussi évoquer, c'est que il faut que vous teniez un log des actions de vos utilisateurs. Toute personne qui vient vers votre serveur d'API pour demander de la donnée, stockez que telle personne, tel serveur est venu pour demander de la donnée. Autre chose également, il faut gérer convenablement les rôles et permissions de chaque API. Qu'est-ce qu'on dit par là? Si par exemple vous avez un lien qui permet de consulter la liste des utilisateurs ou bien même d'ajouter un nouvel utilisateur, vous devez donc assujettir l'appel à ce lien-là, non seulement pas une authentification, mais aussi vous devez dire ceux qui ont le droit d'ajouter un nouvel utilisateur en utilisant ce lien-là doivent faire partie de tel profil. Donc toute personne n'ayant pas ce profil ne pourra donc utiliser votre lien-là pour donc ajouter un utilisateur. Autre point également important qu'il est important de soulever, c'est que vous devez systématiquement crypter les informations sensibles telles que les mots de passe et autres. Donc, au niveau de votre serveur d'API, de vos scripts du serveur d'API, vous devez donc les crypter avant de les stocker dans la base de données. Voilà. Troisième point, troisième et dernier slide, pour répondre à notre question qui est celle de savoir comment se protéger. Au niveau donc de l'application web d'administration et de consultation dédiée aux experts en suivi et évaluation et aux superviseurs, il faut que le développeur veille à respecter donc les directives de sécurité lors du développement. Il faut également que le développeur ou le maintenancier donc du système veille à tenir à jour les outils utilisés. Et pour finir à ce propos, il faut sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité informatique. Quatrième point, par rapport à ce volet de comment se protéger, il faut également sécuriser vos serveurs, puisque vous aurez donc des serveurs de base de données, des serveurs d'API, des serveurs qui hébergent vos applications pour les rendre accessibles. Il faut veiller à les sécuriser. Il faut veiller vraiment à les sécuriser en mettant à jour le système d'exploitation, en veillant à utiliser donc, pour qu'on y accède, des mots de passe forts. Avant-dernier point, vous devez aussi disposer d'une sauvegarde. Parce que c'est pas parce que vous avez tout protégé, c'est toujours bien de protéger, oui, mais disposer en cas de qu'est-ce qu'il y a, malgré toutes vos protections, le jour où quelque chose arrivait, il faut que vous ayez un autre endroit où vous pourriez mettre la main sur vos données. Donc, ceci étant dit, on conseille donc de disposer d'une sauvegarde des fichiers de vos applications. Aujourd'hui, il y a des technologies comme Git, comme le Git, GitLab, GitHub, qui permettent de sauvegarder les codes sources des applications. Vous devez veiller donc à sauvegarder votre base de données sur un autre emplacement ou sur un disque dur externe. Très important pour que vraiment, malgré tout ce que vous avez fait en termes de protection, si quelque chose arrivait, vos données, vous puissiez toujours mettre la main dessus. Vous devez aussi faire attention à avoir une sauvegarde des fichiers de vos utilisateurs. Si par exemple, vous avez eu à prendre des photos d'enfants que vous avez donc sur lesquelles vous avez collecté des informations, vous devez donc veiller donc à stocker quelque part ces photos-là pour que si quelque chose se passe, que vous ne soyez pas obligé de retourner sur le terrain et faire encore 2 mois, 3 mois de collecte d'informations. Et pour terminer, il faut sécuriser les canaux de transmission comme on l'a dit précédemment. Et pour le faire, il est très important d'utiliser un protocole comme le HTTPS qui permet de crypter toute communication donc entre 2 points d'un système d'information. Donc voilà ce qu'on pourra dire donc sur comment se protéger, comment protéger donc un système digitalisé de suivi et évaluation. Voici ce que nous avons donc pu dire, les points que nous avons donc abordés pour répondre à la question principale qui nous a été posée, qui est celle de la manière, ce qu'il faut faire pour protéger, pour sécuriser, pour mettre en sûreté un dispositif digitalisé de suivi et évaluation. Chers participants, chers membres de ce webinaire, merci à vous. Merci beaucoup, M. Gildas, pour la pertinente et brillante présentation.
Donc, je sais que l'assistance a beaucoup apprécié comme moi. Et moi, ce que j'ai plus apprécié aussi, c'est le fait que vous avez respecté le timing. Exactement, vous devez terminer à 12h35 et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Donc, vous voyez que M. Gildas, donc il est expert en digitalisation des processus métiers, mais il a donné une importance particulière à toute la partie sécurité des différentes phases de la digitalisation. Et donc, nous avons déjà vu l'importance de ce volet, qui est le volet de la sécurité. Sur ce sujet, nous avons un expert à la matière, à l'image de M. Aurin, qui va nous faire aussi l'honneur de nous présenter les aspects liés à la sécurité, à la cybersécurité des processus de digitalisation des outils de suivi et évaluation. Monsieur Aurin, vous avez la parole. Est-ce qu'il est là? Ah, d'accord, il partage. Oh, apparemment, votre mic est désactivé. Monsieur Aurin? Monsieur Aurin? Son micro est fermé. Ah oui. Peut-être qu'il parle, on n'entend pas. Oui. Oui, on n'arrive pas à... Oui, oui. Oui, on vous entend. Oui, on t'entend maintenant. C'est bon, vous allez présenter avec le compte de l'Institut? Non, on vous entend. Donc, vous pouvez laisser peut-être la présentation sur le compte qui est déjà partagé et vous parlez avec le compte de baromètre. C'est possible aussi. Sinon, vous pouvez aussi faire ce que vous voulez faire. De toute façon, on vous donne 2 minutes pour les préparations. Okay.
M'excuse. OK. Donc, Il faut désactiver l'un des micros. Ouais, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Aurin, pour la clarté de la présentation. C'était très clair, très pertinente et on vous remercie. Donc, on va synthétiser pour les présentations avant de commencer la session questions-réponses. Donc, pour résumer ce qui a été dit, c'est très difficile parce que c'était des présentations avec très riches, mais nous allons tout simplement rappeler que M. Gildas avait fait la présentation sur la partie plutôt conception des applications de suivi et évaluation. Et il a mis beaucoup l'accent aussi sur la sécurité. Donc, il a rappelé, il a répondu de façon très claire et il a beaucoup aussi développé comment se protéger. Il a même rappelé le rôle des États dans la protection des systèmes d'information. Donc, il a donné l'exemple de l'Agence nationale de sécurité de l'information du Bénin. Je voulais juste ajouter que cette agence se passe, bon, c'est à l'image de toutes les agences, les l'ANSSI des pays de la sous-région, des pays du monde entier. Aussi, c'est une structure qui veille à la protection de ce qu'on appelle les OIV, les organismes à intérêt vital. Et ces organismes à intérêt vital peuvent être à la fois étatiques comme peuvent être des secteurs privés. Et donc, cette agence veille à la sécurité, à la protection de tout ce qui est système d'information des organismes à intérêt vital. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, si le port d'un État est géré par une structure privée comme Dubai Port, par exemple, et donc on ne peut pas priver ou l'État ne peut pas laisser cette structure sans avoir un l'œil sur ce qui se passe sur son système d'information, parce que si le système d'information de cette structure est down, c'est l'État tout entier qui est down. Donc, l'Agence nationale de sécurité de l'État a pour rôle de protéger toutes les structures, que ce soit publiques et privées, dont l'importance est vitale. Il a aussi rappelé les concepts ou le processus de conception des systèmes digitalisés pour les suivis et évaluations. Donc, il a parlé beaucoup des outils de collecte, de l'importance de l'API, et il a terminé par les bonnes pratiques qu'il faut vraiment prendre en compte pour la sécurité des systèmes ou des applications qui sont destinées au suivi et évaluation. Donc, M. Aurin aussi, il a rebondi sur la partie sécurité. Donc, lui, il s'est intéressé plus sur la partie purement technique du développement d'applications de façon générale, pas seulement sur la partie, sur les applications de suivi et évaluation, mais de façon générale, toute une application où on veut mettre l'accent sur la sécurité. Il a rappelé le rôle de l'organisme OWASP et les outils développés par cet organisme pour tout ce qui est vigilance et l'audit de la santé des applications de façon générale. Donc, il a rappelé les top 10 vulnerabilities que cet organisme sort chaque année, les 10 vulnérabilités les plus critiques. Et donc, pour chaque vulnérabilité, il a développé beaucoup de contre-mesures qu'on doit prendre en compte pour gérer la sécurité de ces applications. Donc, je trouve que c'est des présentations qui sont très, très riches. Donc, ce qu'on peut ajouter de plus pour développer cette partie sécurité, c'est la partie, s'il vous plaît, Monsieur Koulibaly Adama, votre mic est activé. Monsieur Koulibaly Adama, merci beaucoup. Donc, je voulais juste ajouter une partie importante pour moi, qui n'est pas forcément technique pour la sécurité, que ce soit des applications ou des systèmes d'information de façon générale, c'est avoir des procédures. Donc, nous parlons tout à l'heure de processus métier. Donc, il faut qu'il y ait des procédures et ces procédures doivent être opérationnalisées. Donc, il faut qu'on ait un système de management de la sécurité des systèmes d'information. Donc, Aurin a brièvement fait un clin d'œil à la norme qui s'occupe de ça, à savoir la norme ISO 27001. Mais cette norme-là doit être appliquée et suivie à la lettre. Sans
l'application de cette norme et l'opérationnalisation des processus. Donc, le suivi et évaluation n'aura pas lieu parce que dans cette norme, nous exigeons ce qu'on appelle l'amélioration continue. D'ailleurs, on dit souvent que la sécurité à 100% n'existe jamais. Mais est-ce qu'on va rester croiser les bras? La réponse est non. Donc, on doit être sûr qu'aujourd'hui, on est mieux protégé qu'hier. Et demain, nous sommes en train de réaliser des actions pour que demain, on soit mieux protégé qu'aujourd'hui. Donc, c'est un processus d'amélioration continue. Et c'est ça le rôle de suivi et évaluation. Donc, sans le suivi et évaluation, on ne peut pas savoir qu'on est en processus d'amélioration continue. Donc, c'est le résumé que je voulais faire sur les brillantes présentations de nos experts de qualité. Et donc, ça sera la session questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui prenait les questions? Madame, vous avez rassemblé les questions ou bien on va donner la parole à l'assistance? Je ne voyais pas beaucoup de questions dans le chat, mais c'est plutôt des demandes concernant les présentations. C'est ça. D'accord. Donc, il y a M. Souma qui a levé la main. Apparemment, il a une question ou des questions ou une intervention. Donc, on va commencer par lui. Donc, M. Souma, vous avez la parole. OK, merci beaucoup à tous les présentateurs. En tout cas, nous sommes très heureux pour cette présentation. Je me présente, je suis coordinateur senior en suivi et évaluation à Save Children Burkina depuis 2019. En tout cas, la présentation répond vraiment à beaucoup de mes attentes. Donc, j'avais vraiment une question. Je vois que nous, on travaille beaucoup avec Kobo Collect dans la plateforme même de Save Children Burkina pour la collecte de données. Je voudrais savoir, pour la sécurité et la sûreté de ces données-là, je voulais savoir quels sont peut-être les logiciels qui pourront nous aider, parce que je vois que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Voilà, s'il faut mettre des codes, trouver des applications, mais est-ce que c'est de savoir la gratuité? Quels sont les logiciels qui sont peut-être gratuits et quelles sont les applications qui sont un peu payantes? Et si possible, d'avoir peut-être des informations sur les coûts, ça va me permettre, comme je suis dans la coordination de Save Children Burkina, où on a plusieurs projets, ça va permettre d'avoir une idée sur les prix et échanger peut-être avec les membres du SMT pour la sécurisation de nos données via, en tout cas, les IT qui sont ici. Merci. C'était ma question. Merci beaucoup, M. Souma. Il y a M. Nati, aussi, il a levé la main. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Ok, merci. Je voulais vous remercier pour cette brillante présentation, ça m'a vraiment aidé. Je suis aussi gestionnaire de bases de données. Donc, j'ai beaucoup appris, et nous, dans nos processus de collecte à l'IRD, on utilise Kobo Collect. Maintenant, vous avez dit que le baromètre a développé une application que vous utilisez aussi pour vos collectes. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur l'application et voir aussi voilà, quels sont les moyens par lesquels on peut aussi s'en procurer, quoi. Maintenant, en ce qui concerne il y a M. Souma qui m'avait un peu dévancé aussi. En ce qui concerne comment on appelle ça, la sécurité au niveau de Kobo et autres, vu que c'est gratuit. Chez nous, une fois que les données arrivent sur Kobo, on essaie de
télécharger et puis essayer de mener des traitements et sauvegarder sur d'autres serveurs que nous payons. Voilà, maintenant, je ne sais pas si cette technique elle est bonne comme ça ou bien il faut d'autres moyens encore pour plus de sécurité au lieu de passer par Kobo et puis télécharger et puis traiter et puis aller mettre sur nos serveurs payants. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ce sujet, quoi? Merci. Merci beaucoup, M. Nati. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? OK. Monsieur Gérard. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui. Voilà. J'aimerais aussi remercier les deux présentateurs pour la qualité. Mon nom, c'est Gérard Patinde. Je suis du Bénin. Je suis le directeur général de l'évaluation. Donc, intéressé par le sujet. Je voudrais demander s'il y a un moyen d'auditer les systèmes digitalisés de suivi et évaluation. C'est-à-dire que, oui, nous avons vu tout ce qu'il faut pour protéger. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, disons, une stratégie d'auditer des systèmes digitalisés déjà existants pour les améliorer? Merci. Merci beaucoup, M. Gérard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pas de questions. Donc, pour le moment. Donc, nous allons partager les questions entre nos experts et entre les différents participants aussi. On suppose que parmi les participants, il y a des experts qui peuvent enrichir le débat aussi. Donc, le débat est ouvert. Donc, nous allons commencer par la question de M. Souma. C'est la collecte des données. Et il demande s'il y a des outils vraiment spécifiques que nos experts recommandent, et surtout l'Institut du baromètre qui est spécialisé dans ces domaines. Est-ce qu'il y a des outils qu'ils peuvent recommander pour la collecte des données? Monsieur Youssef, s'il vous plaît, je voudrais voler la parole. Au fait, ce n'est pas pour les outils pour la collecte de données, mais des logiciels pour la sécurité et la sûreté des données, ceux qui sont les logiciels un peu gratuits, et les logiciels aussi qui sont recommandés pour la sûreté de nos données, la sécurité. Merci. Merci beaucoup. OK.
D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je vais juste développer moi aussi un peu pour lui donner des éléments de réponse. Donc, comme l'a si bien dit mon collègue tout à l'heure, donc quand vous dites comment sécuriser les données, on trouve que les données sont tout. Est-ce que c'est des données qui sont stockées? Est-ce que c'est des données qui transitent? Est-ce que c'est des données? En fait, la précision nous oriente un peu sur la question. Mais malgré ça, nous allons, par exemple, en tout cas à mon niveau, donner quelques éléments de réponse. Si vous parlez de stockage, de sécuriser les données, est-ce que pour gérer la confidentialité ou bien est-ce que pour gérer la haute disponibilité? Si c'est pour gérer la haute disponibilité, avoir des plans de sauvegarde et de restauration, surtout les plans de sauvegarde, est-ce qu'on peut dumper l'intégralité de la base de données de façon journalière? Nous avons des outils techniques, des snapshots de données qu'on peut faire chaque jour, par exemple, des scripts qui s'exécutent de façon journalier, des crontabs, où on va dumper la base, archiver la base et les stocker quelque part où on peut les restaurer à n'importe quel moment. C'est la partie gestion de la confidentialité. Donc, nous avons des outils aujourd'hui pour le chiffrement des disques. Vous avez directement sur les systèmes Windows, BitLocker et autres que vous pouvez activer pour le chiffrement des disques. Même si on récupère les disques, on les met sur notre machine, on ne peut pas s'en servir. Vous avez des outils pour le chiffrement des fichiers spécifiques qui sont recommandés, surtout pour des banques ou des institutions monétiques qui travaillent ou qui veulent être en conformité avec la norme PCI DSS. Vous avez l'outil PGP, c'est vrai que c'est un outil propriétaire, mais vous pouvez avoir la version gratuite qui est le Genie PG, que vous pouvez utiliser, que ce soit pour le chiffrement de vos fichiers et même pour le chiffrement des mails, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc, voici ce qu'on peut apporter comme élément de réponse à votre question. Donc, nous avons une question aussi de M. Nati. Donc, il est aussi expert dans le domaine apparemment. Donc, il a parlé de l'outil qu'ils utilisent, CoCollect. Et il demande, est-ce que vous avez d'autres outils à votre niveau? D'autres outils pour la collecte que vous pouvez recommander? Monsieur Gildas? Oui, allô? Oui. Bien, je pense que je vais rebondir sur cette question. Ouais, CoCollect, par exemple, quand je le prends, ce genre d'outil, quand je le prends, il y a toujours une petite limite qui est celui de s'interfacer avec le système d'information de l'institution qu'il utilise. Parce que les points de sortie, c'est souvent des fichiers Excel, des fichiers CSV, XML, qui, soit donc vous le stockez là en vrac, ou bien vous êtes obligé de faire un traitement supplémentaire pour pouvoir maintenant donc le prendre en compte les données dans votre système d'information. Donc l'idéal est donc d'avoir un système complet de bout en bout qui vous permette, éprouvé bien sûr, qui vous permette depuis l'outil de collecte, en passant par l'analyse jusqu'à la mise à disposition des données suivant les contraintes, suivant les besoins de votre propre système d'information. Et par exemple, ce genre d'outil, c'est l'un des combats, c'est l'un des défis que s'est donné le baromètre depuis 2 ans, bientôt 3 ans, c'est de mettre en place ce genre d'outils qui permettent, depuis la collecte jusqu'à la consolidation des données, et pour aboutir à la présentation des résultats, d'avoir un système homogène, un système complet qui puisse permettre de gérer de bout en bout ce genre de processus. Et c'est un système d'ailleurs, par exemple, qui est en train d'être, par exemple, expérimenté au niveau d'un programme lié à la nutrition ici au Bénin sur le plan national. Donc, c'est ce que je peux dire
par rapport à la préoccupation, à la dernière préoccupation, et qui rejoint l'une des préoccupations qui était en attente. Il y a une préoccupation du directeur de l'évaluation que j'aimerais rapidement brosser en disant qu'à ceci, aujourd'hui, dans les ministères, dans les institutions de l'État, il y a une bonne pratique, par exemple, qui recommande que l'ASIN, qui est garante des systèmes d'information de l'État, soit associé à ce genre de projet. Parce que d'ailleurs, tout projet de l'État que vous faites aujourd'hui, si vous avez la présence d'esprit de les associer, l'ASIN se charge d'auditer votre système, d'auditer de bout en bout le système. Et même si c'est un système existant, qui n'est pas passé par ce filtre-là, ils peuvent vous accompagner à cet audit-là également. Non seulement ça, des experts comme nous, des experts ou des cabinets d'expertise en termes de sécurité informatique peuvent aussi accompagner à expertiser, à auditer donc votre système digitalisé de suivi et évaluation. Donc, c'est bien quelque chose qui est possible en réalité. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur ces deux points-là. Merci. D'accord, merci beaucoup Gildas. Donc, vous avez voulu rebondir sur la question de M. Gérard. Donc, je ne sais pas si M. Aurin aura aussi quelques éléments de réponse. M. Gérard, il parlait plutôt de est-ce que même l'outil de suivi et évaluation peut être audité et est-ce que vous avez des moyens pour l'audit de cet outil? Ok, merci beaucoup. Voilà, je prends la dernière phrase que vous avez dit pour développer ma réponse à la question de M. Gérard avant de lui donner la parole parce qu'il a levé la main. Donc, vous avez parlé de plans d'amélioration ou de plans de rémédiation. Donc, ça résume en tout cas la réponse à sa question sur est-ce qu'on peut auditer une application ou un système de suivi et évaluation. Le système de suivi et évaluation, c'est normalement après un audit. Et donc, on sort avec un plan de rémédiation. Donc, le suivi et évaluation, normalement, son rôle, c'est de voir l'exécution de est-ce que ce plan de rémédiation est un plan de qualité. Donc, quel est l'état civil du système après l'exécution de ce plan de rémédiation et est-ce que ce plan de rémédiation est exécuté comme il faut. Donc, nous devons avoir, s'il n'y a pas de point de contrôle sur ce plan de rémédiation pour savoir on est à quel niveau sur la partie suivie et on évalue l'état d'avancement de ce plan d'évaluation, on peut dire que, par exemple, le système ou l'outil ou la mission de suivi et évaluation n'est pas de qualité. Et donc, si, par exemple, les points de contrôle qu'on a amenés et que nous pouvons avoir l'état d'évolution de l'amélioration ou de l'évaluation du système. Et donc, on peut dire que, par exemple, le système quand même est performant et ce sont les éléments de réponse que je voulais ajouter. Monsieur Gérard, vous avez quelque chose à développer apparemment. Vous avez la parole. Ok, merci. Je vous remercie pour la synthèse. Je m'accorde parfaitement avec les deux présentateurs. C'est vrai qu'il est bien que, peut-être qu'ils le savent, mais je rappelle que je suis de l'administration.
Donc, je suis d'accord avec eux. Nous avons au niveau des ministères, des directeurs des systèmes d'information, les DSI, mais ce dont je parle, c'est le suivi évaluation au niveau des directions de la planification et des affaires financières. Donc, je suis d'accord avec eux. On ne peut pas avoir un système digitalisé de suivi évaluation ex nihilo. Il faut absolument un audit. Mais ce vers quoi je suis en train d'aller en proposant, ce qu'ils sont en train de présenter, qui est très bien, pour aller un peu plus loin, un peu comme un guideline pour orienter les audits. Mais tel qu'ils sont en train de dire, pour dire, au niveau de l'État, tout est audité, tout ça, c'est un peu ça que je ne suis pas en train de totalement accepter parce que c'est un chantier qui doit s'améliorer. Voilà, merci pour mon petit commentaire, si ça peut aider. Merci beaucoup. Merci. Donc, Gildas aussi voulait ajouter. Juste pour placer un mot, effectivement, la présentation qui a été faite là, c'est des points qu'il fallait prendre en compte dans les audits, pas que quand l'État, de façon magique, réglera tous les problèmes par le biais de la CIN, mais bien sûr, nous, en tant qu'expertise, le baromètre, en tant qu'expertise, peut accompagner donc les institutions à faire ce genre d'audit. Merci. Effectivement. Et même tu peux ajouter de plus, parce que l'agence n'a pas aussi des ressources suffisantes pour effectuer tous ces audits et ces missions d'accompagnement pour sécuriser les systèmes d'information de toutes les structures. Donc, l'État, c'est vrai que Gérard a dit que c'est un chantier, mais c'est des choses qu'ils vont faire, c'est-à-dire que appeler des expertises locales, surtout en général, pour les accompagner dans sa mission, les envoyer pour auditer les systèmes d'information de différentes OIV. Donc, nous avons des questions qui ont été posées dans le chat. Donc, il y a une question de Josué, il y a une question de Doussou. Josué, il demande, Kobo, ODK que les gens utilisent, est-ce que les APK qui sont déposés ont la possibilité d'accéder aux données? Ça, c'est une question, c'est presque aussi la question de Doussou qui demande, donc, est-ce que c'est en rapport avec suivi et évaluation? Mais bon, de toute façon, c'est dans le domaine de la cyber. Est-ce que les personnes lambda peuvent, comment ils font pour se protéger et comment ils font pour reconnaître qu'un site est sécurisé? Donc, le débat est ouvert. On va prendre peut-être 3-4 minutes pour développer les réponses à ces deux questions en même temps. Est-ce que quelqu'un veut donner des éléments de réponse? Alors, Gildas, vous avez la parole. D'accord. Il y a quelque chose qui est clair. Avant de choisir un outil, vous devez d'abord vous poser une question. Quelle est la sensibilité de mes données? Vous ne pouvez pas, par exemple, gérer des données d'un pays souverain, des données sensibles d'un pays souverain, par ce genre de plateforme, puisque ce n'est pas vous qui l'hébergez. Celui qui a son serveur peut de 1000 manières, sans que vous ne le sachiez, accéder à vos données. Donc, si vous voulez, par exemple, collecter des données sur l'état de santé de la population, sur la nutrition, sur l'état de la pauvreté, en tout cas. Et vous ne pouvez pas choisir Kobo Collect juste comme ça. Non. Je pense qu'on peut choisir Kobo Collect pour des données, en tout cas, qui ne sont pas trop sensibles. Mais dès qu'il y a une certaine sensibilité par rapport, un caractère souverain par rapport à ce qui est traité comme données, par rapport à l'institution qui est en train de faire la collecte, je pense que l'idéal, c'est d'aller vers des mécanismes où les données sont stockées dans une infrastructure sur laquelle vous avez totalement la main. Aujourd'hui, d'ailleurs, par exemple, l'État préconise que tout ce qui est données étatiques, données sensibles, soit stocké dans ce qu'ils appellent le data center gouvernemental. Mais quand vous êtes un privé, vous pouvez avoir aussi des mécanismes où vous avez vos propres serveurs virtuels qui ne coûtent pas très cher, avec environ $200, voire même moins. Vous pouvez disposer d'un serveur où vous-même, vous avez la charge de vos données. Donc, quand vous dites que vos données sont sur Kobo Collect, est-ce qu'il y a un moyen pour vous de les sécuriser ou bien de savoir si on y a accès? Non, ce n'est pas votre serveur. Donc, d'aucune manière, vous ne saurez si on y a eu accès ou pas. Donc, c'est ça vraiment la problématique qui se pose. Voilà, merci. Voilà, OK.
En réalité, si vous installez, M. Jézoué, si vous installez un outil que vous n'avez pas développé, vous ne pourrez pas, si vous n'êtes pas capable de faire du rétro-engineering, et donc vous n'êtes pas capable de savoir vraiment les fonctionnalités qui sont implémentées, il faut être très vigilant lors de l'installation pour pouvoir accepter ou refuser les services qui sont. Mais peut-être que même il y a des services qui ne sont pas mentionnés dans la licence que vous allez accepter. Et donc, voilà, c'est un risque que vous devez prendre ou une confiance que vous devez avoir avec le fournisseur de la solution. Donc, ce n'est pas pour rien, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Gildas, que l'État exige que tout ce qui est manipulation des données à caractère personnel ou des données des citoyens de l'État soit stocké, récupéré et soit stocké dans un local. Ces outils, bien sûr qu'ils ont la possibilité d'accéder parce qu'après ou après-demain, aujourd'hui ou après-demain, ils vont vous proposer une solution d'héberger les données collectées sur les services cloud qui peuvent être synchronisées avec l'outil que vous synchronisé avec votre appareil pour avoir l'accessibilité à tout moment à vos données. Donc, ça veut dire que cette possibilité, il y en a toujours. Merci beaucoup, M. Gildas. Donc, il y a peut-être Aurélien qui va ajouter quelque chose. Bon, pour la question de M. Dossou. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc, la question de M. Dossou sur comment une personne lambda peut se protéger, ou voilà, c'est la protection des citoyens lambda, ou comment on peut reconnaître quelqu'un qui est vraiment pas du domaine, comment il peut reconnaître qu'un site est sécurisé. Donc, M. Dossou, je vais donner des éléments de réponse à votre question ou votre inquiétude. Je voulais commencer par dire l'affaire de la cybersécurité est l'affaire de tout le monde, en fait. Donc, il faut vraiment partager la culture cybersécurité, non seulement en entreprise, mais dans la vie familiale. Parce qu'on est tous exposés à cette problématique liée à ces données qu'on partage ou à ces outils qu'on utilise et que d'autres aussi, des membres de la famille ou des amis qui l'utilisent encore une fois. Donc, cet événement organisé par le baromètre, c'est des genres d'événements qu'il faut vraiment multiplier et que ça doit être une culture dans toutes les structures privées comme étatiques, mais aussi des citoyens qui doivent aussi avoir ces genres de culture afin de sensibiliser les citoyens, afin de sensibiliser les membres de famille sur la problématique liée à la sécurité. Donc, ce problème, une personne lambda, si elle n'est pas sensibilisée, et on ne peut pas le protéger en réalité. Donc, le sensibiliser, ça veut dire qu'il faut le faire. Bon, sensibiliser, ça veut dire faire une action qui va lui permettre de changer sa mentalité. Ce n'est pas comme une formation. Une formation, c'est pour acquérir des compétences.
mais une sensibilisation, c'est pour changer de mentalité. Nous parlons de la transformation digitale. Cette transformation digitale requiert cette transformation de vision de l'homme en réalité. Et donc, c'est des choses à vraiment partager, de parler de ce que, voilà, l'outil de travail, c'est l'outil de travail. Le téléphone personnel, ce n'est pas seulement personnel, mais c'est aussi professionnel. Et donc, c'est des choses très difficiles à gérer. C'est ce qu'on appelle la sécurité personnelle. Donc, il faut vraiment partager cette culture cybersécurité. Reconnaître qu'un site est sécurisé, voilà, ça c'est aussi, ça doit être dans la partie sensibilisation. Donc, sensibiliser sur l'hameçonnage, sur le phishing, sur le fait que tout ce qu'on voit en réalité sur Internet, ce n'est pas la vérité. Donc, de dire que je peux avoir un site qui ressemble à la site de vente en ligne que je vois chaque jour, mais peut-être ce n'est pas ça. Et faire des exemples concrets aux différentes personnes. Non seulement en entreprise, les entreprises le font. Il y a certaines qui mettent l'accent sur la sécurité, qui ont l'habitude de faire ces campagnes de sensibilisation à leurs employés. Mais si les membres de famille ne sont pas sensibilisés, mais si vous retournez à la famille, donc vous pouvez laisser votre ordinateur, mais on ne va pas le prendre au sérieux, on ne va pas considérer vraiment les données qui sont dedans, on ne connaît pas sa valeur, on ne connaît pas la valeur de l'information, et donc c'est ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Alors, donc, on suppose que c'est OK pour tout le monde. Et on va, comme M. Douty, remercier le baromètre pour cette initiative. Et je répète qu'elle doit être multipliée à la longueur de l'année par toute une institution qui veut vraiment participer à la transformation digitale et participer à tout ce qui est évolution des nouvelles technologies dans un État. Donc, Madame Kadi, vous voulez ajouter quelque chose? Merci, Dr. Youssef. Je ne vais pas ajouter grand-chose. Je vois que le parti est bien parti. Il a été judicieusement utilisé et les échanges étaient très riches. Alors, nous voici donc au terme des échanges qui marquent la fin de notre deuxième webinaire. Les échanges ont été riches, pertinents et instructifs. Il y a eu une réelle participation du public et nous tenons à remercier les animateurs que vous êtes pour le partage de ces expériences si riches. Nous remercions également les participants pour cette participation active, pour le partage de leurs expériences, pour les commentaires, pour les apports constructifs qu'ils ont faits. Au niveau de l'Institut Le Baromètre, je tiens à préciser que nous restons joignables par email à l'adresse baromètre@bibaromètre.com et au numéro de téléphone +229 69 49 40 72. Ces contacts seront laissés dans le chat. Et je précise également que les présentations seront partagées à la fin du webinaire, seront partagées à tout le monde. Sur ce, s'il n'y a plus d'intervention, s'il n'y a plus d'apport, je déclare la fin du webinaire. Je souhaite un bon après-midi à tous. Merci. Bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Merci, Monsieur Ali. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci, madame. Vraiment, nous sommes très contents de la formation et c'est un grand plus pour nous. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous.